Ce commerçant n'a pas eu le choix. Aujourd'hui, dans cette boutique, la baguette coûte 1 €, un prix jugé correct par ce professionnel. Si vous voulez, par rapport au produit, bon pas le mien spécialement, mais une baguette, c'est-à-dire qui a une dizaine de manipulations manuelles avec des farines de traçabilité, c'est-à-dire on parle de farines qui sont loin des centrales d'épuration, loin de tout ce qu'on peut dire, c'est une farine sélectionnée. Tout ça fait par des artisans tous les jours. Je trouve que dans le panier de la ménagère, moi je me mets au défi de trouver un produit qui coûte 1 € et qui est d'une si bonne qualité. Quand dépenser plus ne signifie pas forcément dépenser trop. D'autant que si les prix augmentent, les revenus des Français eux aussi sont en hausse. Aujourd'hui, la part de l'alimentation dans le budget des ménages a même diminué. De 15% en 2002, elle est passée à 13%. Problème, les consommateurs ont beaucoup d'autres dépenses. Il y a 10 ans, on allait à peu près consacrer un peu plus de 20% de son budget pour se loger et pour se chauffer. Aujourd'hui, c'est 26%, c'est-à-dire plus du quart du budget qui va être consacré à ce poste-là. Donc c'est extrêmement fort. Il faut savoir qu'en plus, sur les bas revenus, c'est beaucoup plus que 26%. Là, c'est une moyenne nationale. Sur les hauts revenus, ça va être beaucoup plus faible. Sur les bas revenus, ça va être un effort budgétaire beaucoup plus important. Et c'est derrière cette augmentation qu'on va trouver l'explication numéro 1 au sentiment d'une perte de pouvoir d'achat des Français. Logement, chauffage, carburant, depuis 10 ans, ce sont ces dépenses qui ont le plus augmenté. Mais là encore, considérer l'euro comme responsable est une erreur. Mais les marchés où on a constaté de très forte inflation, très forte augmentation des prix, c'est avant tout parce qu'il y avait un vrai déficit de régulation, c'est-à-dire que les industriels ont pu s'entendre ou en tout cas ont pu procéder à des augmentations de tarifs en toute liberté sans que le consommateur puisse jouer son rôle de régulateur des marchés, soit parce qu'il y a un seul acteur, ça peut être le cas de l'énergie, soit parce qu'ils s'entendent entre eux et que le consommateur est un peu contraint de payer le prix qui lui est imposé. La monnaie unique, accusée à tort. Pour preuve, depuis 10 ans, l'inflation dans la zone euro est légèrement inférieure à celle de l'ensemble de l'Europe. Alors, notamment pendant les 2 premières années, ça a donné, entre autres sur le plateau de C'est dans l'air, lieu à des débats mais homériques. Enfin, moi, je me souviens d'une émission un jour où Christian de Boissieu, qui est vraiment un économiste infiniment respectable, s'est fait agresser par tout le monde, moi inclus, parce qu'on lui disait tous, enfin arrêtez de nous expliquer que la vie n'augmente pas, on le voit tous. Alors je prends la question qui nous est posée. On nous dit que si on sort de l'euro, tout serait plus cher, mais avec l'euro, le coût de la vie a-t-il diminué? Est-ce qu'on peut essayer d'évaluer et tenter d'y répondre? Pascal Perry. C'est pas le rôle d'une monnaie de faire monter ou baisser les prix, ça dépend de beaucoup d'autres choses. Il y a évidemment un effet, pardonnez le jeu de mots, un effet neuroleptique de l'euro, puisqu'on change d'unité de compte. C'est toujours plus simple de payer 1 que de payer 6. Oui, c'est ça. Il y a un impact psychologique. C'est pour ça que votre baguette, là, c'est un exemple tout à fait intéressant. En fait, dans la baguette, quand on le décompose, et je l'avais fait dans la bataille du pouvoir d'achat, le prix de la matière première, c'est 15%. Donc en réalité, qu'il y ait des variations de 300 à 1000 $ sur la tonne de blé, et ça a été le cas d'ailleurs pendant cette période, ça a finalement un impact qui est assez moyen. Oui, ce qui augmente, ce sont les charges sociales, ce sont les fonds de commerce. Il faut quand même dire que, bon, 2 choses. D'abord, en 2002, au moment où on passe à l'euro, il y a une crise des matières premières. Les matières premières, le pétrole augmente, le blé augmente de façon très significative. Et donc c'est très simple de dire, parce qu'il y a aussi de la spéculation, il y a le marché de Chicago, il y a la loi de l'offre et de la demande, c'est vrai, mais tout ça est radicalisé par les phénomènes de spéculation. Le prix du tout, je crois, a été augmenté par 3 depuis l'arrivée de l'euro. Alors qu'on nous dit, évidemment, c'est la faute de l'euro. Le pétrole, oui, d'accord. C'est quand même un peu gros. Et puis ma deuxième réflexion, c'est de vous dire qu'il y a quand même des gens qui ont profité de l'euro. Alors, moi, je dis de façon très claire que tendanciellement, contrairement à une idée répandue, la grande distribution a fait baisser les prix. Mais il y a des commerçants qui ont été assez peu scrupuleux et qui ont profité du passage à l'euro pour doper leurs prix. Qui, profitant du passage à l'unité de compte, vous voyez, d'une unité à une autre, en ont profité pour faire flamber les étiquettes en quelque sorte. Est-ce que vous auriez, vous, Yves Calvi, accepté, il y a encore 10 ans, de payer une pizza marguerite 80 francs? Non, vous l'auriez envoyé à la figure du restaurateur. Assez volontiers. C'est ce que vous faites maintenant. Voilà. Et vous le faites probablement. Et j'en mange toujours. Vous en mangez toujours, oui. avec le sentiment de payer un prix qui n'est probablement pas un juste prix, mais qui est le prix qu'on paye.
Voilà. Est-ce que l'euro est responsable de ça? Je crois pas. Oui, il y a l'effet psychologique aussi, vous avez raison de parler du commerce. La margarita à 80 balles, vous Non, mais sur d'autres exemples. Sur les petites choses. Moi, j'ai l'exemple avec mon épouse. J'ai acheté toutes les semaines une botte de croissants au marché, qu'on payait 7,50 francs. Donc je vais passer à l'euro, le gars l'a mis à 1,50 €. On n'en a pas acheté depuis d'ailleurs. Hein. Mais dans les petites choses, les arrondissent. Il faudrait voir dans cette progression sur 10 ans. Un plat à 40 francs dans un restaurant il y a 10 ans, on trouvait ça faramineux. C'était extrêmement cher. C'était dans les 3 macarons Michelin. Enfin, voilà. Bon. Alors, il faut quand même rappeler une chose. C'est que quand on parle de taux moyen de l'inflation sur la zone euro, on raconte n'importe quoi. Parce qu'en fait, il y a des différences dans les taux d'inflation entre les différents pays de la zone euro qui sont considérables et qui ont eu tendance à s'augmenter d'ailleurs depuis 2007. Et c'est là où on voit d'ailleurs l'effet de la crise. Hein. La dispersion des taux d'inflation a plutôt augmenté depuis 2007. Mais là, ça pose une question intéressante. Ça veut dire que, en fait, puisque en réalité on est tous sous la même politique monétaire, puisque c'est la Banque Centrale Européenne qui fait la politique monétaire. Ce n'est pas la politique monétaire qui joue sur l'inflation. Ça veut dire que l'inflation a d'autres causes, des causes qui sont beaucoup plus structurelles et réelles. Et ça, en fait, les économistes le savent depuis très longtemps. Le problème, à ce moment-là, c'est que, là encore, si vous avez différentes structures économiques dans différents pays, eh bien vous aurez des taux d'inflation qui seront nécessairement différents. Est-ce que Exemple pour qu'on... Par exemple, un pays qui a de gros problèmes d'investissement, de gros besoins d'investissement plus exactement, aura nécessairement un taux d'inflation nettement plus fort, nettement plus élevé qu'un pays qui est à peu de choses près d'un niveau d'investissement suffisant et qui peut se contenter de renouveler son stock de capital, qui n'a pas besoin de l'augmenter fortement. Bon, ça c'est une chose qui est très très connue par les économistes. Bon. En comparant deux pays, vous me citeriez quoi? Alors, par exemple, prenons le cas de la Grèce. La Grèce, en fait, depuis 30 ans, a mis sur pied une politique de modernisation de ses infrastructures qui est parfois très compliquée à mener. Le territoire grec n'est pas du tout un territoire aisé à gérer. Hein. Vous avez plein d'îles, c'est montagneux, bon, etc. Bon. Donc il est tout à fait normal que vous ayez aujourd'hui un besoin d'investissement sur 30 ans en Grèce qui soit plus important, par exemple, que le besoin d'investissement en Allemagne, où l'effort d'investissement a été réalisé pour l'essentiel dans les années 50 et au début des années 60, en France, à peu de choses près, dans la même période. Bien. Le résultat, c'est que vous avez des taux d'inflation qui divergent de manière massive. Et là se pose à nouveau le problème, comment organise-t-on la pondération des compétitivités? Donc normalement, c'est par la dévaluation. Là, vous venez de nous dire, on continue de ne pas être égaux, si je vous ai bien suivi, et on n'a plus un outil qui s'appelle la dévaluation. Dernière question pour boucler le problème du prix. Si on avait le franc, ma margarita à 80 francs, est-ce que ça changerait quoi que ce soit? Est-ce qu'elle serait à 90 francs si on avait conservé le franc, ou est-ce qu'elle serait à 60 ou pas du tout? Est-ce que le franc n'aurait rien changé à tout ça? Alors, sincèrement, ce problème est vraiment un problème compliqué entre la manière dont on fait les calculs et dont on représente... Oui, non, mais et la manière dont les gens le perçoivent. Alors d'abord, on l'a dit tout à l'heure, quand vous êtes un ménage avec des très faibles moyens, vous allez percevoir plus fortement cette inflation d'arrondi qu'on a évoquée tout à l'heure, parce que vous n'avez pas le choix, là, vous êtes obligé de la subir. Cela étant, quand on regarde globalement, alors le problème, vous voyez, c'est quand on va dire entre 10 ans et aujourd'hui, on disait 80 francs la pizza. J'ai écouté l'autre jour le sketch de Muriel Robin. Vous savez, la note de restaurant. L'addition. C'était extrêmement drôle. L'addition, c'était plus de 1500 francs à l'époque. Oui. Et je suis sûr que si vous repensez au prix, ce que vous disiez tout à l'heure, 40 francs, je payais jamais 40 francs. Je sais pas, il y avait une dizaine de personnes dans le sketch. Ça fait, en fait, ils étaient à 150 francs. C'est-à-dire, on a une mémoire depuis 10 ans qui est une mémoire compliquée. À cela s'ajoute le fait que nous avons eu effectivement des augmentations sur le café lorsque vous le prenez sur le zin, il n'y a aucun doute. Lorsque vous allez avoir la baguette, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas forcément, vous avez maintenant 10 sortes de baguettes qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Quand vous allez dans un supermarché, vous avez encore des baguettes à 60 centimes d'euros. 60 centimes, ça fait 3 francs 60 par rapport à autrefois. Vous voyez, bon, elle était à 3,40. Oui, c'est ça. Quand on a quitté le franc, elle était à 3,40. On n'a pas beaucoup changé de ce point de vue. Et puis, vous avez eu d'autres choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a combien de téléphones portables dans un foyer? On a combien d'abonnements Internet? Combien on en avait il y a 10 ans? Alors tout ça fait une consommation qui est extrêmement différente de celle qu'on peut connaître aujourd'hui. Le prix de l'automobile, par exemple, n'est plus le même et a plutôt baissé. Oui. Tous les achats, tous les éléments de long terme ont plutôt baissé par rapport à il y a 10 ans. Mais ce sont des bases de comparaison.
comparaison très difficile. La personne qui nous regarde en ce moment, elle dit oui, non mais il nous raconte, il nous embrouille. Moi, je vois bien que ma salade, comme vous disiez tout à l'heure, ou mon café aux uns, il a augmenté. Et donc, c'est toujours ces aspects psychologiques qui sont extrêmement difficiles, je dirais même quasiment impossibles en fait, à présenter de manière objective, de présenter de manière sensée. On est là très très vite dans un côté, on va dire, de ressenti et beaucoup plus que de réfléchi. Vis-à-vis de nos téléspectateurs qui viennent notamment dans ce sondage du JLD de dire qu'ils avaient l'impression à 84% que ça avait rendu la vie plus chère, vous leur dites ce soir, même si c'est pas facile à dire ou à expliquer, c'est un phénomène de... Pardonnez-moi, ça n'est pas vrai. L'euro n'a pas massivement renchéri la vie des Français, nous sommes bien d'accord. Personne autour de la table ne dit le contraire. Pour répondre directement à votre question sur la margarita, je ne sais pas la margarita. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le pétrole, le mazout, on le paierait sûrement le même prix en francs qu'aujourd'hui. Il y a eu cette envolée des matières premières, cette envolée de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'envolée, il y a eu l'éclatement de la Chine, l'éclatement des pays émergents, qui dit il y a de la demande, ça fait augmenter les prix. Et ça, on l'augmente pour tous, hein, les prix. Et là, on se retrouve dans cette situation où, grâce à ces pays émergents, on a encore quand même 4% en Europe de croissance mondiale moyenne. Alors, avec une croissance de 4%, les prix augmentent, les prix de base augmentent. Alors en tout cas, l'euro, et vous y avez déjà fait allusion dans cette émission, est au minimum victime de sa guerre contre le yuan et le dollar. Les Américains continuent de maintenir leur monnaie faible pour appuyer notamment leurs exportations, les Chinois aussi, et nous pendant ce temps-là, eh bien, nous avons une banque centrale européenne indépendante, parfaitement indépendante, mais pas de planche à billets. L'euro est faible en quelque sorte parce qu'il est trop fort. Stéphanie Gillon et Dominique Lemarchand. Les yeux rivés sur le cours de l'euro face au dollar. Un réflexe quotidien dans ces PME françaises. Sa spécialité, les logiciels de télécommunication. Ici, 95% de la production est vendue à l'étranger. Alors forcément, plus l'euro est fort, plus exporter coûte cher. Sur un gros contrat, de type des contrats que nous signons régulièrement, de l'ordre de 300-400 000 $, on peut avoir une perte liée au taux de change qui serait entre 5 et 10% de la valeur du contrat. Pire, il suffirait que l'euro gagne 15 centimes pour que tout le bénéfice annuel de l'entreprise s'envole. Dollars, livre sterling, euro, yuan. La guerre des monnaies, c'est ça. Dévaluer pour exporter davantage et gagner en compétitivité. Une arme redoutable, notamment en cette période de crise et de finances publiques à sec. À l'heure où certains pays ne peuvent plus compter sur leurs dépenses pour relancer la croissance, il leur reste leur monnaie. C'est ce qu'ont fait il y a un an les États-Unis en injectant 600 milliards de dollars dans leur économie. Conséquence sur le marché des changes, c'est très simple. Il y a beaucoup de dollars, l'offre de dollars devient très importante, la demande peine à suivre, donc la valeur du dollar baisse mécaniquement. Et résultat, l'écart entre l'euro et le dollar s'est creusé au détriment de l'industrie européenne. Autre stratégie, celle de la Chine, épargnée par la crise, mais accusée de maintenir son yuan à un niveau très faible pour inonder la planète avec ses produits. La Chine, c'est le grand escroc de la guerre des monnaies. Hein. C'est-à-dire que c'est un pays qui manipule sa monnaie, contrairement à ce qui se passe pour le dollar, la livre sterling ou le franc suisse ou l'euro. C'est une monnaie dont le cours ne fluctue pas sur le marché des changes. C'est-à-dire que c'est la Banque populaire de Chine qui règle le niveau très précisément de sa monnaie en fonction de ses impératifs de compétitivité. Elle a besoin de créer 10 ou 15 millions d'emplois par an, donc elle fabrique une monnaie sous-évaluée. Donc la Chine, elle manipule sa monnaie et effectivement, dans cette guerre des monnaies mondiales, c'est certainement un des acteurs qui a le jeu le plus outrancier et le plus dangereux, d'un certain côté, pour ses partenaires commerciaux, l'Europe et les États-Unis notamment. Conséquence, le Sénat américain, contre l'avis d'Obama, vient d'adopter un projet de loi prévoyant de fortes sanctions commerciales contre les pays dont la Chine, qui manipulent leurs devises. Certains de mes collègues dans cette Assemblée, qui se sont opposés à ce projet de loi par peur d'une guerre commerciale, ont tous reconnu que les facteurs de monnaie fixés par la Chine ne sont pas bons. Tous reconnaissent aussi que cela impacte défavorablement l'économie des États-Unis
que l'on perd des emplois et ça n'est pas juste. Dans la zone euro, en revanche, ni barrière douanière, ni dévaluation possible. Les raisons à cela, une banque centrale indépendante des États et des écarts de vision importants entre les 17. Malgré cela, la dévaluation de l'euro se profile peu à peu. Très probablement, cette dépréciation va se produire parce que la zone euro inspire une certaine méfiance. On voit bien qu'elle a du mal à régler sa crise. Les sommets se succèdent. Et du coup, les capitaux sont un peu hésitants à venir s'investir dans la zone euro. Ils préfèrent notamment en ce moment aller aux États-Unis où il y a quelques lueurs de reprise, probablement assez peu intenses, mais néanmoins séduisantes. Du coup, ils achètent du dollar, donc ils vendent de l'euro, ce qui fait baisser le cours de l'euro, et ce qui serait une assez bonne nouvelle quand même pour la conjoncture du continent dans l'année qui s'ouvre. Paradoxalement, c'est donc grâce à la crise de la zone euro que l'économie européenne pourrait tirer son épingle du jeu dans les prochains mois. Un téléspectateur nous dit: le vrai problème de l'Europe n'est ni l'euro, ni l'Europe, mais la Chine, l'Inde et le Brésil. Qu'en pensez-vous? Mais moi je crois que là on commence à rentrer véritablement dans le vif du sujet, dans le vrai problème. C'est-à-dire qu'en France on est aujourd'hui en train de fantasmer sur la sortie possible de l'euro, sur la destruction de l'euro, puis à côté de nous on voit, on va dire, d'immenses ensembles qui sont en opposition. Effectivement on parle des États-Unis, on parle de la Chine, on parle de l'Inde, on parle aussi du Japon, et nous Européens ou nous Français nous sommes en train de fantasmer l'idée qu'avec une monnaie par exemple qui serait maintenant une monnaie singulière française, eh bien on pourrait rentrer dans ce concert des nations. C'est exactement l'inverse. Ce qu'il faudrait véritablement faire là maintenant au plus vite, c'est se saisir de cette question majeure pour l'Europe, de dire comment nous allons effectivement réagir par rapport à la guerre des monnaies, qu'encore une fois, certes on parle beaucoup de la Chine, mais qu'encore une fois ce sont les États-Unis qui imposent. On est bien là dans une logique de bloc contre bloc, d'affrontement de bloc contre bloc, et il va falloir que l'Europe très très vite réagisse. Est-ce que ça peut faire mal une guerre des monnaies? Est-ce que ça tue accessoirement? Oui, ça peut faire très très mal. On va dire un exemple caractéristique qu'on n'a pas trop évoqué dans le reportage, c'est tout le problème des sous-traitants. Lorsque aujourd'hui vous êtes sous-traitant d'une grande entreprise qui vend en dollars et que vous êtes dans la zone euro, c'est une catastrophe d'avoir un euro survalorisé. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous décidez tout simplement de vous délocaliser, non pas nécessairement dans un pays low cost, mais dans la zone dollar. Et c'est ça aujourd'hui le drame que nous voyons. C'est-à-dire que nous voyons qu'un certain nombre d'entreprises vont dans la zone dollar pour ne plus avoir d'effet de change positifs, négatifs, comme disait peut-être le chef d'entreprise tout à l'heure, qui peuvent être désastreux, mais qui ont des conséquences dramatiques pour l'emploi en Europe. Et c'est là probablement la question absolument cruciale à laquelle l'Europe doit penser, plutôt qu'à fantasmer sur une explosion de la zone euro. La problématique simple, c'est une problématique des premières années de sciences économiques. Je crois qu'on apprend qu'il y a le budget et la monnaie. C'est des vrais outils politiques. On voit bien là dans votre reportage à travers le monde que les Américains, qui sont loin d'être des enfants de cœur, et les Chinois ont conservé la main sur la politique. C'est-à-dire que la crise au fond de 2008, qu'est-ce que c'est? C'est la planche à billets qui fonctionne à plein aux États-Unis pour diffuser du crédit à taux zéro aux classes moyennes américaines pour qu'elles achètent les surplus de production chinois. Tout ça est recyclé, ça forme une immense lessiveuse. C'est de la vraie politique. Nous sommes le seul grand ensemble politique dans le monde dans lequel le pouvoir politique a perdu la main sur la monnaie. Il faut le reconquérir. Voilà mon point de vue. Oui, sauf qu'on ne peut pas faire marcher la planche à billets. Voilà. En tout cas, on ne peut plus faire marcher la planche à billets. Non, mais on peut changer, Monsieur Sapir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il n'y a rien de définitif dans les constructions humaines. Vrai. Alors je vous renvoie l'argument. Non, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. On pourrait modifier les règles de fonctionnement de la Banque Centrale Européenne. Oui. Car c'est ça le problème. Simplement, il faut savoir que pour pouvoir faire cette modification, il faudra changer la Constitution allemande. Parce que les Allemands ont établi, et on ne s'y est pas opposé, en 1993, juste après la signature du traité de Maastricht, que toutes les règles européennes devaient être compatibles avec la Constitution allemande et non pas l'inverse. Et ça, ils ont sacrifié le marque, on peut comprendre qu'éventuellement il y a eu quelques exigences. Non mais d'accord, mais oui, mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui... Parce que le marque, c'était pas de la roupie de Sansonnet quand même. Enfin, même si mon expression n'est pas... Bon, je viens de réaliser ce que je viens de dire. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tributaires d'un choix politique de long terme allemand. Et on ne voit pas comment on pourra le faire changer. Alors, il y a un élément qui est extrêmement important.
et qui a été calculé par l'INSEE. Chaque fois que l'euro se réévalue de 10% à partir d'un taux qui a été calculé autour de 1,05 $, un taux de change de 1,05 $. Bon. Chaque fois qu'il prend 10%, ça veut dire 1% de croissance en moins en France. Alors je suppose que le même calcul peut être fait sur l'Italie, sur le Portugal, sur ce genre de pays. Bon, et ça, on le voit très bien. Ça, c'est l'impact direct de la surévaluation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution à court terme et même à moyen terme à cette question, et ça repose la question de l'indépendance de la Banque centrale. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant. L'indépendance de la Banque centrale, on dit toujours, ah oui, c'est le modèle allemand. Nous avons importé le modèle de la Bundesbank. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir d'où venait ce modèle de la Bundesbank? Eh bien, il venait en réalité du fait que quand la Banque centrale, l'antécédent de la Bundesbank, la Banque centrale des Länder, a été créée en 1946, bon, il n'y avait pas de gouvernement allemand. Il y avait des autorités d'occupation, américaines, anglaises, françaises. La RFA n'a été constituée en tant qu'État qu'en 1949. Bien. Et le résultat, c'est que cette Banque des Länder a commencé à fonctionner sans rendre de compte à personne. Pourquoi? Parce que les autorités d'occupation avaient bien d'autres chats à fouetter que de s'occuper de la question monétaire. Et c'est en réalité ce modèle-là qu'on a importé en Europe. Et là, je pense qu'il faut effectivement réfléchir sur la question de savoir est-ce qu'on peut continuer dans ces conditions. Et vous voulez pas déclarer la guerre à l'Allemagne pour qu'on change ça? Non, mais à ce moment-là, on peut, et ce n'est pas nécessairement un fantasme, on peut créer les conditions qui obligeront l'Allemagne soit à sortir de la zone euro, soit à changer sa politique. N'a-t-elle pas, pardon, je vous renvoie la question, n'a-t-elle pas... Il y a plein de questions SMS, donc elle a tellement intérêt à conserver l'euro aujourd'hui qu'elle est prête probablement à faire des concessions. Donc c'est dans l'autre sens que je poserai le problème. Pour garder l'euro, qu'est-ce que vous êtes prêt à payer? Et le problème est peut-être moins l'Allemagne que la France aujourd'hui. Le vrai problème, c'est peut-être la France. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que la France aujourd'hui est celle qui a le vrai problème vis-à-vis de son déficit public. C'est elle qui déséquilibre la création de l'euro. L'Allemagne n'attend qu'un signe de la France pour aller beaucoup plus loin. Le vrai maillon faible du triple A. On est le vrai maillon faible du triple A et en même temps, on est le partenaire indispensable à l'Allemagne. Pour que l'Allemagne aille plus loin, elle a besoin d'un signe fort de la France et la France rechigne à le faire. Et c'est probablement là des problèmes centraux que l'on a aujourd'hui dans les sommets européens. Et le signe fort, c'est quoi alors? Le signe fort, c'est que la France réduise de manière vraiment forte son déficit public. C'est-à-dire que l'on décide peut-être d'aller au-delà. Mais quoi, c'est pas possible? Bien sûr que c'est possible. Que la France aille peut-être au-delà de la réduction de la TVA sur les sodas ou les parcs à thème. Il y a peut-être d'autres mesures lorsque vous êtes allemand aujourd'hui, que vous entendez, on va dire, un premier ministre Pardonnez-moi, toutes ces mesures d'austérité, quel que soit le candidat élu à l'élection présidentielle ou la candidate, seront prises et coûteront extrêmement cher après l'élection. Eh ben, ils auraient peut-être fallu le faire avant. 100 milliards oui, mais peut-être qu'il aurait fallu le faire avant. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où l'Allemagne, comme vous le dites, est prête probablement à évoluer politiquement, mais il va falloir qu'elle le fasse. Pour ce faire, elle a besoin d'un signe fort de la France. Elle ne peut pas dire « nous allons effectivement revenir sur un certain nombre de choses fortes pour le citoyen allemand » sans que la France, qui est son partenaire historique et le partenaire indispensable, n'ait elle-même donné des gages très puissants, très importants, qu'elle était prête à changer. Un mot. En un mot, les sommes payées chaque année aux entreprises, les compensations pour les 35 heures, c'est 26 milliards d'euros. Les niches fiscales, c'est encore plus de 60 milliards d'euros. Un point de TVA, c'est 7 milliards d'euros. Un point de CSG, c'est 11 milliards d'euros. Croyez pas que là, on a éventuellement du grain à moudre? On passe aux questions SMS. On nous demande des comptes, et pourtant on n'est pas la Banque Centrale Européenne. Il y a un mois, vous nous disiez que l'euro ne passerait pas Noël. Quand devons-nous vous prendre au sérieux? Bon, c'est une attaque ad nominem, si je peux dire, sur vous êtes annonciateur de trucs catastrophiques qui finalement n'arrivent pas ou peu. Enfin, qu'est-ce qu'on répond? C'est M. Attali qui avait dit ça. Oui, mais Attali ne dit pas que des bêtises. Ici même, on avait dit que ça nous étonnerait. Mais enfin, là, il s'est trompé, c'est vrai. Moi, je crois, et je crois depuis longtemps, qu'on ne peut pas... Enfin, il faut arrêter de penser que l'on peut sortir de l'euro comme ça 6 mois ou 3 mois en 3 mois. Une sortie de l'euro, comme on disait tout à l'heure, effectivement, tout est possible, mais ça prendra des années. Il a fallu des années pour le constituer, mais non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, tout le fonctionnement des entreprises européennes aujourd'hui est fondé sur l'euro. Vous êtes, vous, dans une logique macroéconomique. Vous oubliez toutes les entreprises. L'entreprise qui est au cœur du système aujourd'hui, elle est imbriquée dans la zone euro. On ne peut pas, comme ça, d'un coup de baguette magique, dire vous changez vos systèmes comptables, vous changez vos systèmes de change, vous changez... Mais ça prendra des années. Attendez, je vous donne la prochaine question. Les Anglais
les Suisses, les Norvégiens ont gardé leur monnaie, leur situation est-elle très différente de la nôtre? Alors, pour les Anglais, non, parce qu'ils payent là la bulle immobilière et puis plus généralement toute la politique de financiarisation qu'ils ont menée depuis 30 ou 35 ans avec Mme Thatcher. Les Norvégiens, ils s'en tirent bien, mais on peut les mettre de côté parce que, grosso modo, la Norvège, c'est un émirat pétrolier du Nord. Bon, très bien. Mais regardons le cas. La Suède et le Danemark, pays de l'Union européenne, la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, pays de l'Union européenne mais pas de la zone euro, s'en tirent plutôt mieux que nous. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Le cas de la Suisse est aussi très intéressant. Aujourd'hui, on voit bien que les Suisses craignent beaucoup d'ailleurs l'éclatement de la zone euro parce qu'ils disent que ça va faire remonter le franc suisse. Et la Banque centrale de Suisse fait tout son possible d'ailleurs pour maintenir la parité du franc suisse au niveau où elle est actuellement. Mais pour l'instant, la Suisse s'en tire relativement bien. Bon, donc voilà un petit peu le problème. Mais j'étais en Suisse là, mais j'ai pas eu le temps de voir le prix de la margarita. Mais, vous parliez du Danemark. Le Danemark, c'est 9 millions d'individus. J'aime bien quand on rappelle ça, parce que au Danemark. Alors en France, on a un vrai problème. Puisqu'on parle à des gens qui ont un vrai problème avec l'euro, on a une difficulté qui est de marier le pouvoir d'achat et le vouloir d'achat. C'est d'ailleurs là qu'il y a une vraie élasticité. Au Danemark, il n'y a pas de problème de vouloir d'achat, il n'y a rien à vendre. C'est un petit pays, effectivement, qui vit très paisiblement, mais je pense que sa situation n'est absolument pas comparable à la nôtre. Alors, mais attendez, la Suède, prenez le cas de la Suède. La Suède est un pays exportateur, c'est un pays très exportateur, en fait. Oui. Sur combien d'habitants les Suédois? Même chose, ils sont 9 millions. Mais voilà, parlez-moi, est-ce qu'on peut comparer des économies, j'allais même vous dire, du Nord, de 9 millions d'habitants, avec des produits très ciblés, dans un... Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, des règles de vie, même peut-être de comportement. C'est pour cela que donner ces pays en exemple, par rapport à un pays comme la France, c'est toujours relativement trompeur. Mais ça prouve quand même qu'il y a une vie en dehors de l'euro. Je vous dis sincèrement que ce que je retiens de votre réponse, c'est que les Anglais sont pas mieux lotis que nous. Oui, mais pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, c'est ce qui est lié à la politique qu'ils ont menée depuis 35 ans. Et qui est bien antérieure à l'euro, si vous voulez. On sait que Mme Thatcher a fait le choix de la financiarisation de son économie. Si l'Union européenne ne réforme pas très vite sa zone euro, ne faut-il pas en sortir? Voilà, ça en revient. Jean-Pierre Gaillard. On retourne autour du pot. Moi, je ne crois pas du tout. Non, on n'a pas intérêt. On a intérêt, au contraire, à essayer effectivement de s'organiser. Et puis de dire, on parle tellement de cette zone euro, de l'euro, et en fait, il est encore trop cher, l'euro. C'est pas une monnaie, on parlait de bonne monnaie. Il est au-dessus de son vrai cours. Il est à 1,30, 1,29,50, 1,30 en ce moment. Et l'euro de pouvoir d'achat, il doit être aux environs d'un 15, un 20. Si on venait à un 15, un 20, nos exportations se porteraient mieux. Et si l'Allemagne ne veut pas bouger, est plus intéressée que nous à rester dans l'Europe, c'est bien à cause de ça. Elle fait 80, 60 ou 70% de ses exportations dans la zone euro, où on ne dévalue pas, on ne bouge pas. Si jamais il y avait une cassure, il serait réévalué, on ne pourrait plus vendre. Qui peut croire, elle est pour vous celle-là, que les prix n'auraient pas pour autant augmenté, pardonnez-moi, qui peut croire que les prix n'auraient pas autant augmenté avec le franc? Qu'en est-il hors zone euro, nous dit un téléspectateur? Les prix augmentent moins vite, y compris dans la zone euro. J'ai passé quelques vacances, non pas en Suisse, mais en Espagne. On est en plein dans la zone euro. Il n'y a pas la flambée des prix qui existe en France. Moi, je pense qu'il y a un aspect qu'on a assez peu évoqué, mais cette question me donne l'occasion d'en parler. Je crois que la complexité est un facteur d'inflation et que les offres sur le marché français sont des offres de plus en plus complexes, qu'il faut en revenir à une certaine économie de la simplicité. Se rappeler ses premiers cours. Un produit ou un service, ça a d'abord une valeur d'utilité. On paye beaucoup dans notre pays la poudre de perlimpinpin et il y a dans ce pays des professionnels pour nous faire passer des vessies pour des lanternes. Ça, croyez-moi, ça fait augmenter les prix et ça n'a rien à voir avec l'euro. Alors je vais peut-être vous donner la question qui suit, puisque vous le prenez sur ce ton-là. L'euro n'a-t-il pas été créé pour les banques et les multinationales? Non, il a été créé aussi pour les entreprises et pour les citoyens. Le fait, effectivement, comme vous l'indiquiez, de faire du commerce en euros dans la zone euro est un outil de convergence. Mais on ne peut pas prêter toutes les vertus à l'euro, on ne peut pas non plus lui prêter tous les défauts. Une monnaie reste une monnaie. Le vrai défi qui est le nôtre aujourd'hui dans la société française, c'est celui de notre compétitivité. Un pays dans lequel 56% de la richesse créée sert à alimenter des dépenses publiques est un pays que François Mitterrand aurait lui-même décrit comme quasi communiste. Ça n'a rien à voir avec la monnaie, c'est un problème de compétitivité. On était heureux quand on était communiste. Hein. Bon, alors, oui, je voudrais juste quand même dire que quand on a créé l'euro,
il y avait une grande ambition derrière. Il y a une grande ambition dans l'euro. Tout à l'heure, vous avez évoqué les années 40. Je crois qu'il faut toujours évidemment revenir à l'autre référence fondamentale en Europe, c'est celle des années 30. Celle des années 30 où d'ailleurs la Banque centrale allemande a eu un rôle également tout à fait néfaste à l'époque dans la notion d'autarcie. C'est-à-dire lorsque les pays européens se sont refermés sur eux-mêmes. Quand ils se sont refermés sur eux-mêmes parce que certains étaient surendettés, comme l'Allemagne, il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient. Je vous rappelle que Christine Lagarde, au milieu du mois de décembre 2011, a dit « Les tentations de protectionnisme nous rappellent les années 30 et sont extrêmement dangereuses. L'idée de sortir de la zone, l'idée d'éclater la zone, l'idée de se refermer sur soi, ce sont des tendances extrêmement périlleuses qui sont très tentantes en période de crise, mais qui peuvent avoir des conséquences absolument dramatiques. » Est-ce une bonne monnaie et l'euro attire-t-il les capitaux mondiaux? Oui, dans ce niveau-là, c'est une bonne monnaie. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure sur un tiers des réserves chinoises maintenant sont en euros quand même. C'est une bonne monnaie. Le problème actuellement, c'est la décision politique, quand même. Il faut être bien clair. C'est-à-dire que pendant longtemps, les investisseurs financiers du monde utilisaient l'euro comme une monnaie non risquée. Désormais, ils l'utilisent comme une monnaie spéculative. Ça, c'est le vrai problème actuellement. Alors, dans la prochaine est pas mal, là. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Si l'euro n'avait pas existé, aurions-nous également mis la main à la poche pour la Grèce? Là, certainement pas. Là, certainement pas. Il n'y avait pas vraiment raison. Et alors, qu'est-ce qui arrivait à la Grèce? Elle se serait moins endettée sûrement, elle aurait fait moins de bêtises. Elle aurait dévalué. Que se sentant appuyée derrière par toute l'Europe. Et surtout, si vous voulez, elle aurait dévalué et elle aurait reconstitué sa compétitivité à la fois sur le tourisme, mais aussi sur ses exportations, qui sont assez importantes. Développé aussi, il faut toujours le dire pendant la période. Le développement de la Grèce est lié à son adhésion à l'Union, d'abord au marché commun et à l'Union européenne. Le grec a augmenté de manière considérable. Enfin, il faut arrêter de dire que c'est dû uniquement entre l'adhésion à l'Union et au moment de la création de l'euro. Pendant la création de l'euro, ils ont augmenté considérablement. Pourquoi ceux qui nous gouvernent n'ont-ils pas créé l'Europe sociale en même temps que l'euro? Bonne question. Parce qu'ils n'ont pas voulu. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu. Mais parce que les citoyens sont réticents. Moi, je me souviens très bien de la création de l'euro en 99, avec messieurs Delors, avec monsieur de Silguy, qui disaient on crée la monnaie parce que ça c'est relativement facile à faire et tout de suite après on se jette dans l'Europe sociale, dans l'Europe fiscale. On n'a rien fait, on a dormi pendant 11 ou 12 ans et maintenant ça nous éclate. Parce que tout le monde doit faire des concessions aussi, c'est ça le problème. Nous Français, est-ce qu'on est prêt à abandonner une partie de notre modèle social pour se conformer à la vie générale? On dit non, nous on serait d'accord pour l'Europe sociale si tout le monde fait comme nous, ce qui est à peu près le cas de tous les Européens. Un SMIC européen par exemple, il n'y en a pas en Allemagne. Il est à 1450 € en France. Qu'est-ce qu'on propose? On coupe la poire en deux, on le met à 1100. On n'en fait pas nulle part, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, est-ce que vous croyez que c'est acceptable socialement? On va avoir en tout cas quelques c'est dans l'air à venir, si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire. Merci infiniment les uns et les autres d'avoir participé à cette émission. Rediffusion à 22h40 sur le câble, le satellite, la DSL, la TNT. On se retrouve demain bien entendu vers 17h45 et auparavant, vous le savez, Axel de Tarlet recevra son invité en direct. Bonne soirée, merci, à demain. Pour toutes vos